Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur un média consacré à un enjeu essentiel de nos sociétés contemporaines. Il s'agit de la construction de sociétés véritablement inclusives pour favoriser le progrès social des personnes en situation de handicap. Alors, peut-on y parvenir en Afrique et comment? Le sujet était au cœur de la journée mondiale 2025 des personnes handicapées et on y jette un regard avec des acteurs qui œuvrent bien sûr pour le bien-être de ces personnes. Monsieur Da Sanson, inspecteur principal d'éducation permanente au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de Côte d'Ivoire. Bonjour Président Da Sanson. Bonjour, très cher ami. Alors vous êtes le président du conseil d'administration de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. C'est ça, la Premier vice-président, voilà, de l'Union nationale des organisations fêtières des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Également ancien président de la Fédération ivoirienne des associations de sourds aveugles. C'est ça. Ah, on retrouve les deux. Je vais dire, une personne peut avoir les deux handicaps en même temps. Oui, c'est une déficience double. Des personnes qui ont perdu en même temps la vue et l'ouïe. Ça existe. D'accord. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir avec nous à cette émission. Merci. Président Da Sanson, lui, il a toujours répondu présent à chaque fois qu'on le sollicite. Monsieur Camille Tano-Kwasi, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour, Monsieur Tano. Bonjour, cher frère. Alors, c'est un record de participation en 2025. Au moins, je vais dire, cette participation, plus que ça. Hein. Oui, plus que ça. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes le président de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Également, président de l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées. Y a-t-il autre chose Restons, par rapport au test et au contexte, on va rester vraiment sur Allez, merci donc à nouveau d'être sur le plateau et merci encore à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de ce sujet crucial, favoriser des sociétés inclusives afin de stimuler le progrès social des personnes handicapées. On va déjà commencer par faire la différence entre une société inclusive et une société qu'on appellerait intégratrice. En fait, il faut être honnête. Si on part dans les questions historiques, la plupart des sociétés souvent n'étaient ni intégratrices ni inclusives. Mais avec l'évolution, on a connu des sociétés intégratrices, mais ça a plus évolué pour devenir des sociétés inclusives. Alors la différence, c'est quoi? La différence, c'est que pour une société inclusive, l'espace social doit être adapté à la condition de vie, d'épanouissement de la personne handicapée. C'est-à-dire quoi? Il faut que l'environnement soit adapté à tous les niveaux, l'environnement soit ouvert du moins, avec tout ce qui peut être comme tomber des barrières sociales, barrières physiques, barrières institutionnelles, pour que la personne handicapée, par exemple, dans un tel milieu, puisse véritablement s'épanouir. Nous entendons par adaptation, pour donner un exemple très concret, imaginez-vous par exemple une personne non-voyante qui est dans un collège X. Ce serait bon que l'environnement, les problèmes d'accessibilité, les questions de décodage, de transcription en écriture braille, au niveau par exemple de l'acceptation des ordinateurs adaptés à synthèse vocale et tout, puissent être démises pour que la personne parte en égalité de chance avec les autres élèves. Donc voilà pour ce qui concerne, en nos yeux, une société inclusive dans ce domaine. Alors lorsqu'on écoute un peu votre définition, est-ce que nos pays africains, je vais dire, nos sociétés africaines sont inclusives? Oui, en partie. On ne peut pas dire que tous les pays africains n'ont pas cette notion de société inclusive. Certains l'ont. En Côte d'Ivoire, par exemple, les choses s'améliorent au fur et à mesure. Donc, nous tendons vers les sociétés inclusives. Pour les personnes handicapées, hein, bien oui, sûr. je pense, par rapport à avant. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, quand vous allez au carrefour de l'Institut des aveugles, quand vous allez au carrefour, je crois, de Koumassi, au grand carrefour de Koumassi, vous voyez, par exemple, les feux sonores
les feux tricolores sonores. Et vous allez voir que au niveau, par exemple, de certains bâtiments en matière d'accessibilité, la plupart des ascenseurs aussi s'expriment, sont sonores. Et ça, c'est au niveau des aveugles. Il y a aussi des aspects lumineux qui aident les autres personnes. Et donc, il n'y a pas que la personne non-voyante, il y a les personnes handicapées physiques motrices. Donc, les choses s'améliorent au fur et à mesure. L'accessibilité dans certains bus. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des années en arrière, dans les années 70-80, aucunement on ne pouvait voir dans l'administration publique des personnes sourdes, des personnes aveugles, comme on le voit aujourd'hui, et nous attendons des milliers. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein? C'est le cas aujourd'hui. Oui. La société commence et finit par s'ouvrir, n'est-ce pas, aux personnes handicapées. Et ça démystifie le handicap. Ok. Monsieur Kamitano, c'est vraiment, je vais dire, assez réjouissant d'entendre ces propos du président d'Ascension. Les choses évoluent positivement. Oui, mais avant d'y arriver, je voudrais qu'on puisse circonscrire et aller, je vais dire, étape par étape en tenant compte du contexte. D'accord. Quand on dit que les pays africains ne sont pas ou n'avaient pas cette histoire d'inclusivité, dans quel contexte on se situe? Si on est dans la société traditionnelle africaine où l'oralité est de mise, où nous avons notre façon de nous organiser, quand on interroge cette société traditionnelle et par rapport à l'inclusion ou l'intégration, on pourrait dire qu'il y avait des prémices, il y avait des prédispositions. Maintenant, nous sommes dans cette société dite moderne, où il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut faire cette modernité où on parle maintenant de village planétaire. Là, quand on se situe aussi, on a ce qu'il dit. Et ce qu'il dit par rapport à cette société aujourd'hui dite moderne, il y a des évolutions. Il y a ce qui se passe. Mais en fait, une société inclusive, quand on parle de société, ce n'est pas la commune de Yopougon seulement. Ce n'est pas seulement la commune de Koumassi. Quand on dit société inclusive, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de toutes les villes. À la réalité, quand on interroge, est-ce que, question, parce que là, tout devait être disposé pour que ces personnes, qu'elles soient handicapées, auditives, motrices et autres, puissent être intégrées parce que des dispositions sont pour elles. Ce n'est pas à la différence de la société intégratrice qui, elle, au contraire, la personne handicapée est obligée de s'adapter parce que les lois sont là. C'est lui qui va combattre, qui va compétir, qui va s'adapter. Donc, en plus de son handicap, il faut encore faire des efforts pour pouvoir s'intégrer dans la société. Donc, c'est cela la différence dans la société intégratrice. La personne handicapée s'adapte. Elle s'adapte. Dans la société inclusive, c'est plutôt l'adapter. C'est la société même qui s'adapte aux réalités, aux besoins de la personne handicapée. D'accord, voilà. D'accord. Alors, revenons un peu sur ces différents freins. Là, on vient de le dire, hein. Oui. Il y a forcément dans nos pays des freins à cette inclusion, on va dire. Oui, commençons avec l'autorisation du président Sanson. Quand on parle de freins, nous, en tant que parents, nous allons nous situer juste à 2 ou 3 faits rapidement. Au niveau même familial, l'enfant il naît. Il est handicapé ou il est en situation de handicap? Comment il s'épanouit à la maison? Comment est-ce qu'il réussit à avoir l'éducation qui puisse lui permettre de s'épanouir? Ne se trouve-t-il pas dans un contexte familial qui devait être favorable, entouré de cet amour, de cette affection? Est-ce que ça, c'est pas déjà un frein? Parce que quand je découvre aussi brutalement que mon enfant ne va plus parler, ne va plus voir, ne peut pas marcher, ne peut pas... Et puis on commence à me faire savoir que c'est comme si c'est ma faute, c'est comme si j'ai pas bien fait. Déjà, je m'arc-boute, moi, en tant que parent, je suis un obstacle déjà pour l'évolution de cet enfant. Les freins commencent déjà au sein de la famille. C'est pour ça que nous disons qu'il faut pouvoir permettre aux parents de faire le deuil du handicap de leurs enfants. Et là, il y a un problème de perception. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le premier frein. Mais dès lors que nous-mêmes, en tant que parents, ce sont ces mêmes parents qui forment la société, qui sont ces décideurs, qui sont dans ces ministères. Mais dès lors qu'on a une politique sociétale qui ne parle pas, qui ne prend pas ses dispositions au début, est-ce que quand l'enfant doit aller à l'école, on ne sait même pas. Aujourd'hui, vous allez dans les rues, comme je le dis souvent, mais les trottoirs là, tout est pris par la société qui va mettre les tables, vendre tout. La personne non-voyante n'est même pas capable de pouvoir aller. Donc du coup, comment se déplacer? Et quand on se déplace difficilement, on a des freins
au niveau même organisationnel, structurel. Et ensuite, quand elle va à l'école, comment elle fait pour apprendre? Mais si je n'ai pas appris, comment je peux comprendre, savoir et pouvoir pratiquer une profession qui me rend indépendant? Je veux m'arrêter là parce que le président Alors, président, dans ce sens, vous avez donné donc l'exemple tout à l'heure des feux sonores. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est encore timide? Oui, en fait, c'est timide, mais comme vous l'avez remarqué, je suis parti sur une base de comparaison par rapport aux années antérieures pour revenir au présent. Et évidemment, si ça a commencé, je suppose qu'avec le futur, ça va évoluer, ce qui n'était pas. Et donc, pour répondre aussi à cette question, il faut dire que pour que la société n'ait pas de frein en matière d'inclusion, il faudrait que les barrières sociales, c'est-à-dire les préjugés, les stéréotypes et tout ce qui est les problèmes des barrières institutionnelles. Et je crois que là aussi, ça évolue. Parce qu'il y a plein de lois, voilà. Et quand vous parlez de l'Afrique, quelque chose m'intéresse, c'est que récemment, il y a une institution africaine, l'Alliance africaine des personnes handicapées, qui a travaillé sur des textes très importants. Le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et récemment, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour que cela aussi soit ratifié. Donc, un des freins pourrait être aussi les questions institutionnelles qui évoluent quand même en Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, la question était donc au cœur de la Journée mondiale des personnes handicapées 2025. Je l'ai dit à l'instant, l'inclusion de ces personnes handicapées, bien sûr, afin de stimuler donc leur progrès social. Selon vous, pourquoi est-ce que les instances internationales mettent en avant ce sujet? La question. Moi, je pense que, comme vous voyez, les ODD, par exemple, prescrivent que personne ne doit être mis de côté. Et je crois que finalement, le lobbying, les plaidoyers des OPH, c'est-à-dire des organisations de personnes handicapées, au plan international, ont payé. Il est clair que des barrières, que ce soit institutionnelles, que ce soit physiques, que ce soit sociales, se sont toujours dressées vis-à-vis des personnes handicapées. Donc ce travail a été fait à un plus haut niveau, au plan international jusqu'à l'ONU, jusqu'à, pour ce qui nous concerne, à l'Union africaine. Et donc il y a eu conscience, prise de conscience, et donc voilà pourquoi les décideurs donc, se sont engagés pour la tombée de ces barrières. Après tout, la personne handicapée est une personne à part entière. Et je crois que nous sommes tous nés égaux, comme prescrivent les droits internationaux des droits de l'homme. Donc nous avons les mêmes droits. Donc c'est pour cela qu'il y a adaptation de ces textes institutionnels pour que nous partions tous en égalité de chances dans des sociétés inclusives. Monsieur Kamitano, en faisant tomber ces barrières, comme le dit le président dans son sens, est-ce que ça peut vraiment, selon vous, constituer de véritables socles, bases pour cette société inclusive dont on rêve? Oui, dont on rêve justement, parce que depuis, de notre point de vue, au niveau sociétal, nous pouvons penser qu'au départ, les gens regardaient la personne handicapée, c'était la pitié en fait. C'est-à-dire, il faut avoir pitié, et il faut le regarder, non, il n'a pas les mêmes choses, il faut l'aider. Ici, on parle de droit. Dès lors qu'on parle de droit, ça devient plus facile de briser ces barrières. Parce que quand vous commencez à rentrer dans les sentiments, ce qui n'est même pas visible, ce qui n'est pas palpable, n'est pas quantifiable, on ne peut pas briser. Mais dès lors qu'on parle de droit, il a droit à aller à l'école. Est-ce qu'il va à l'école? Non. Donc s'il ne va pas à l'école, son droit est bafoué. On doit rectifier. Qu'est-ce qu'on fait? Il a besoin d'avoir des personnes, un personnel, je veux dire, adapté, formé. On forme. La formation, ça existe le mot. Trouver les moyens, est-ce que la langue est bonne? Est-ce qu'on peut, pas la langue est bonne, est-ce qu'on a trouvé une langue? Est-ce qu'on a trouvé les moyens? Oui. Dès lors, ces barrières-là se brisent et on permet à ces personnes-là de jouir de leurs droits à l'éducation, à la formation. Par exemple, comme il le dit si bien, aujourd'hui, par exemple, les personnes handicapées auditives de Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs langues. Je vous l'avais dit au cours d'une émission, il y a X à sa langue, l'autre Y à l'autre. Nous, les parents, on ne savait même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais cette année, vous voyez, en prélude même à cette journée,
toutes les organisations de personnes sourdes en matière de langue se sont mises ensemble, ont trouvé une langue des signes, la langue des signes de Côte d'Ivoire. Par exemple, ça, ouais, c'est très important. C'est une barrière qui se brise, qui permet aux décideurs de pouvoir utiliser un moyen de communication qui va pouvoir servir au lieu de desservir. Vous voyez, non? Aujourd'hui, tant qu'on regarde sur le volet droit, c'est possible parce qu'il suffit de s'asseoir, de réfléchir. Et puis d'ailleurs, regardons bien, si on regarde très bien, ne pas s'occuper des personnes handicapées. Mais c'est un gros manque à gagner. L'enfant, il est assis à la maison, on dit il a droit à manger, il a droit à faire tout. Vous ne l'avez pas formé, vous ne lui avez rien donné à faire. Vous faites quoi? Dépense doublement. Vous êtes obligé de vous occuper, d'acheter tout pour lui, de vous occuper. Et finalement, ça vous rend pauvre. La société ne bénéficie même pas de cette personne. Alors, quand elle est formée, quand elle participe, vous voyez que la Côte d'Ivoire gagne. D'accord. Alors, Président d'Ascension, j'ai envie de vous demander, vous qui présidez donc à la destinée de toutes ces instances dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des exemples que vous avez vus ailleurs, hors du continent par exemple, qu'on peut implémenter pour véritablement mettre en place une société inclusive en Afrique? Très pour les personnes handicapées. Hein. C'est ça, très bonne et très grande question. J'ai eu à conduire une délégation tout près de nous ici, au Mali, il y a de cela quelques 5 ans, je crois. Et au Mali, la question du handicap m'a beaucoup intéressé quant aux questions d'inclusion. Parce que, en fait, dans la société malienne, par exemple, quand vous prenez la présidente de la République, vous prenez par exemple les institutions d'État, jusqu'à la chefferie dans les villages, et vous prenez les municipales par exemple, à chaque instance de chaque société, il y a obligation de nommer une personne handicapée dans toutes ces thématiques dont je vous parle. C'est même curieux, jusqu'au village, on arrive à vouloir voir dans la notabilité qu'il y a une personne handicapée qui représente les intérêts des personnes handicapées. C'est fort et c'est à acclamer. Vous allez au conseil municipal, il y a des porteurs de voix. Une personne handicapée est nommée dans toutes les collectivités. Alors, voici par exemple un exemple de société inclusive. Il ne s'agit pas d'intégration. Parce que la personne porte la voix des personnes handicapées pour que tout s'adapte à leurs conditions, à leur existence, pour leur amélioration de conditions de vie. D'accord. Vous avez parlé d'amélioration des conditions de vie, justement, c'est l'autre point de cette émission, stimuler donc le progrès social de ces personnes. Si aujourd'hui on arrive à bâtir une société, des sociétés inclusives véritablement en Afrique, à quoi on va assister? Comment est-ce que ce progrès de ces personnes handicapées, comment est-ce que ça va s'exprimer? Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que la nation elle-même, qui devient une société inclusive, gagne. Parce qu'elle compte avec les maillons les plus faibles de sa société, qui ne deviennent plus faibles. Et comme l'a dit le président Tano, qui ne deviennent plus des éternels assistés, des hommes qu'on doit prendre en charge, mais ils deviennent des agents qui participent au développement de la société. D'accord. Voilà, ils portent leurs fruits, leurs talents, leurs capacités, leurs dons inouïs. Donc, vous voyez que quelque part, cette société devient plus épanouie, c'est-à-dire celle des personnes handicapées, et la société qui est inclusive, elle-même, elle gagne. D'accord. Voilà comment je peux répondre. Alors, Président Tano, je voudrais qu'on soit vraiment terre à terre pour permettre aux citoyens lambda de comprendre un peu quand on parle d'inclusion ici en Afrique. Vous me donniez des images, par exemple, en Europe, où même les personnes handicapées font du sport. Alors, en Afrique, ici, si on devait donc, je vais dire, marger cette société inclusive en Afrique, ça va être quoi? Une chose est claire. Une chose est claire, c'est-à-dire que chercher à copier texte in nihilo ce qui se passe dans des pays qui ont 200 ans, 300 ans d'indépendance, avec nos pays qui n'ont même pas encore 100 ans, moi je pense que c'est de l'utopie, et puis ce n'est pas responsable. Nous sommes un pays en voie de développement, nous sommes un pays qui est en train de se construire, nous avons nos réalités. Moi je pense qu'il serait très intéressant d'abord, puisque nous sommes culturellement assis, nous avons nos réalités. Nous avons nos façons de concevoir nos structures. La difficulté qu'il y a ici, c'est que la peur de ce qu'on ne connaît pas
nous amène à faire plus d'erreurs. C'est quoi? Dès qu'on a une personne handicapée, on commence à se dire c'est une malédiction, c'est Dieu qui l'a voulu, ce sont les esprits. On occulte cet aspect de, je veux dire, médical. Et ça, ce n'est même pas dans la société terre à terre de nous qui sommes à cloison. Vous allez dans la haute sphère des grands décideurs, des grands hommes. Quand vous parlez de handicap, ils tremblent. Il a cette façon de penser que ça c'est contagieux, ça contamine, c'est une malédiction. C'est de ça qu'on parle. Donc, commençons d'abord par penser que ces personnes-là, si c'est arrivé, c'est le fruit peut-être d'une maladie mal traitée, mal diagnostiquée, parce que je ne suis pas allé à l'hôpital, parce que je n'ai pas fait ci, parce que je n'ai pas fait ça. La démystification commence déjà par là. Dès lors qu'on commencera à comprendre ça, et que moi, père, je commence à m'occuper, parce que je dis toujours, j'ai 4 filles, mais les 3 là, elles vont à l'école, je ne demande rien à l'État, mais pourquoi je dois demander à l'État par rapport à ma fille qui est handicapée? Non, c'est que les conditions soient là, elle veut aller à l'école, il y a une école pour elle, j'assure, je fais, j'assume, mais quand l'enfant veut aller à l'école, quand le père ou la mère ou les parents sont prêts, on n'a pas les conditions, tout n'est pas réuni. Voilà pourquoi nous disons, je veux dire, si on commence à être une société inclusive, du coup, je termine rapidement. Vous avez une personne handicapée auditive, je parle sous le contrôle du président Sanson, pour qu'elle comprenne un thème, le thème par exemple du verre, qui n'a pas eu la chance d'entendre tout ce qu'il y a dans la composition, tu es obligé de détailler tout. Pour dire qu'on va prendre l'argile, on va faire ci, le potier va faire ça. En tant la personne qui entend, a le temps de regarder, d'écouter doublement et de comprendre. Quand l'enfant handicapé auditif a compris, l'enfant qui n'est pas handicapé auditif, il devient surdoué. Parce qu'il est dans la même salle avec lui. Vous voyez comment ça transforme. Je prends l'exemple du Bénin, dans leur école inclusive, avec tous ceux qu'ils ont, les résultats qu'ils ont au niveau scolaire, c'est extraordinaire. Parce qu'ils profitent, ils aident, et ce handicap ne devient plus un frein. Mais ça devient un tremplin, un trépied pour que tout le monde puisse comprendre et profiter pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons à gagner si nous implémentons la société inclusive, l'inclusion dans les politiques, dans nos actions, dans nos projets. On gagnerait. Bien sûr. Et aussi en faisant la promotion des exemples de réussite de société à l'image du président d'Ascension qui est là. Il le dit lui-même, il dit que Dieu lui a tout donné, le président d'Ascension. Oui, absolument. Parce que parti de la marginalisation comme les autres enfants ghettoisés, je pense que avec un petit niveau, c'est-à-dire le niveau de 3e, j'ai eu à apprendre le braille à l'Institut des aveugles, j'ai eu à faire l'INSAC, j'ai eu à faire l'INGS. Aujourd'hui, je suis un cadre. Tout ça étant non-voyant. Voilà, étant non-voyant, et je suis très sportif, j'ai fait le marathon à plusieurs reprises des 42, j'ai fait les arts martiaux jusqu'au niveau de la ceinture noire première dan. Bon, je crois que quand on voit avec les talents de chantre, et voyez-vous la vie pastorale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, à jeter des clichés, des préjugés sur une personne handicapée, alors que l'homme, ce n'est pas les membres, ce n'est pas forcément les sens, c'est le cerveau. Tout simplement. Vous pouvez perdre les bras, mais si vous avez le cerveau, c'est l'essentiel. D'accord. Donc je pense que nos États africains gagneraient donc à y mettre l'accent, à ce qu'on ait donc des sociétés inclusives pour ces personnes handicapées, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup à donner à nos pays, pour le développement de leur pays, j'allais dire. J'ai envie de dire, c'est le cri de cœur que nous lançons toujours. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre? Nous perdons assez en ne nous occupant pas de ces personnes-là. Bien sûr. Oui, la chance que moi j'ai eue, je le dis, pendant j'ai eu la chance de les pratiquer. Parce qu'il y a j'ai mon enfant handicapé, j'ai vu mon enfant handicapé, je l'aime et je le pratique. C'est pas la même chose. Donc ici, il est question de dire que dès lors que nous allons commencer à réfléchir inclusion, nous-mêmes, parce qu'on pense souvent que c'est pour les autres qu'on le fait, mais c'est pour nous. Quand nous allons atteindre le 3e âge, c'est sûr qu'on ne pourra pas bien entendre un moment, pas bien voir, pas bien marcher. Ce qu'on aura construit pour les autres hier, ça va nous servir demain. On peut y parvenir pour le président d'Ascension? Ouais, moi je pense que oui. C'est une question de volonté d'engagement politique, tout simplement. On doit donc tous s'y mettre
Et certainement qu'on peut s'attendre à des sociétés africaines inclusives d'ici, je sais pas, d'ici dans 3000 ans. C'est encore trop loin. Je pense que c'est trop loin. C'est trop loin. Oui, d'accord. Oui, les pays africains vont s'engager. Voilà. Excusez-moi, mais il y a la volonté qui s'affiche. Bien sûr. Voilà. Récemment, même, on a eu un séminaire au niveau de la CEDEAO. Les chefs d'État réfléchissent sur ces questions-là. Même quelque part, ça s'impose aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations et merci donc on partage votre optimisme. Président d'Ascension, je rappelle que vous êtes inspecteur principal d'éducation permanente au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de Côte d'Ivoire. Vous êtes également le président du conseil d'administration de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, premier vice-président donc de l'Union nationale des organisations faîtières des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et également ancien président de la Fédération ivoirienne des associations de sourds aveugles. Merci encore, président. Merci. Et à vous, monsieur Camille Tano-Kwasi, vous êtes le président de l'UNOPACI, Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire également, le président de l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation, Fares Sakura, Anna Dodosso et Jean-Marc Gansé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de votre santé et on se dit à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.